Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier sur les métiers de l'immobilier et de la décoration. Alors, un tout grand merci à vous qui êtes présents aujourd'hui. Nous sommes plus de 70 à cet atelier, c'est vraiment très très chouette. Et donc, je vous propose de démarrer dès à présent et les prochains nous rejoindront en cours d'atelier. Alors, grosso modo, comment va se passer cette petite heure que nous allons passer ensemble? Il y aura donc un petit mot d'accueil, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ensuite, les différents experts que nous avons aujourd'hui avec nous présenteront les métiers. Et puis alors, on passera aux formations et aux stages pour se conserver un moment de 15 à 20 minutes, on espère, de questions-réponses. Alors, je vais demander à l'ensemble des personnes qui nous rejoignent On est de couper leur d'accord. micro, s'il vous plaît. Comme ça, nous gardons une qualité d'écoute pour tout le monde. Donc voilà, vous allez rejoindre cet atelier avec vos micros et vos caméras coupées. Et donc, je vais vous présenter les différents invités que nous avons donc aujourd'hui. Alors, j'insiste vraiment, est-ce que vous pouvez couper donc vos micros, s'il vous plaît, comme ça on garde une bonne qualité d'écoute durant la session. Alors, pour nous rejoindre aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Lannoy, qui est administrateur de biens immobiliers. Nous avons Patrick Vermeer, qui est administrateur chez JV Consult, et Monsieur Patrice Deleuze, qui est designer senior chez Tetris. Nous avons également deux apprenants de l'EFP qui nous ont rejoints, David Smith, qui est auditeur en agent immobilier et expert immobilier, et Pauline Vagnonois, qui est également auditrice en agent immobilier et expert immobilier. Nous avons la chance également d'avoir Madame Charlotte Deté qui représente du coup Federia et qui nous présentera la vision donc partenaire secteur. Et alors pour le personnel de l'EFP, nous avons Vinciane Hervers et Fabrice Dubois du pôle service. Et nous avons également Jean-François Delez qui est délégué à la tutelle et qui répondra à l'ensemble de vos questions concernant les stages. Concernant les questions, justement, vous verrez que vous avez un espace de discussion, de chat qui est en lien avec notre atelier. Et donc, n'hésitez vraiment pas à poser l'ensemble de vos questions, peu importe le moment de l'atelier. Et nous avons Fabrice Dubois, du coup, qui pourra vous répondre à l'ensemble de vos questions et qui les notera également pour pouvoir les relayer lors de nos 15 minutes de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je vous propose de démarrer par le premier métier, agent immobilier. Et du coup, Jean-Pierre, je vais vous demander de nous raconter un peu une journée type que l'on pourrait retrouver en agent immobilier. Merci beaucoup, Charlotte, et bienvenue à vous tous. C'est avec grand plaisir que je participe à cette étude du métier. L'agent immobilier, c'est quoi? L'agent immobilier, la journée type d'un agent immobilier, sachez, Charlotte, qu'elle est multiple. Elle est multiple et quelques jours, on se lève le matin et on ne sait pas trop bien ce qu'on va faire l'après-midi. Bon, attendez, pas trop faire. Ne croyez pas que c'est un métier qui est libre, dans lequel on peut tout faire au gré un peu de ses envies ou de ses souhaits. Et non, le métier d'agent immobilier, ça se divise quasiment en deux parties. On a deux journées types. Le courtier, oui, le courtier est un agent immobilier. Lui sera naturellement attentif que dès le début de la journée, de préparer les visites, de faire la promotion de ce bien, d'être attentif à la diffusion de ces différents biens qu'il a en vente et pour lequel il va intervenir comme intermédiaire. Il interviendra bien entendu toujours dans le respect d'une déontologie, puisque le métier d'agent immobilier est un métier qui est reconnu. Et donc, tout au long de la journée, tantôt, il sera en contact avec des vendeurs, il sera en contact avec des acheteurs, il sera également en contact avec des promoteurs éventuellement qui lui feront part de leurs projets ou éventuellement avec des lotisseurs, une multitude d'acteurs. Parce que ce qui caractérise bien entendu le métier d'agent immobilier, c'est cette multiplicité de contacts que l'on a tout au long de la journée pour, espérons-le, pour le métier de courtier, bien entendu, parvenir à signer, tantôt en compromis, il sera présent à l'acte, il sera là aussi son rôle de conseil, il sera là également pour éventuellement procéder à la mise en location des appartements et en même temps d'assurer des missions de régisseur. Régisseur, c'est quoi? C'est vraiment se substituer au propriétaire et prendre toutes les actions de gestion du patrimoine immobilier.
Donc, vous voyez, c'est loin d'être un métier qui est ce que j'appellerais excessivement uniforme. Il nécessite beaucoup de dynamisme, mais c'est un métier dans lequel il y a une multiplicité d'activités aussi. On peut être très bien être courtier en résidentiel, en industriel. Il y a toute une spécificité qui est bien donnée et dans lequel l'EFP, bien entendu, ne manquera pas de vous préparer. Et puis, il y a l'autre, il y a l'autre agent immobilier. Il est aussi agent immobilier. Lui, on appellera ça un syndic d'immeuble. Et lui, il aura peut-être 2 journées un peu différentes. Lui, ce sera l'administration du bien. C'est quoi administrer un bien? C'est-à-dire que lui, la plupart du temps, dans une copropriété, vous savez, un bâtiment avec plusieurs logements, ce qu'on appelle des logements collectifs, c'est lui le grand organisateur. C'est lui qui va gérer l'intégralité, tantôt des parties communes, et il va organiser la vie de cet immeuble. Et cette vie de cet immeuble, eh bien, quand il va se lever le matin, lui, certainement pas, il ne saura pas comment ça se passe le soir, parce que dans tous les immeubles, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Bien entendu, il y a les urgences, il va devoir intervenir pour coordonner les corps de métier, il y a les travaux qui sont en cours, et il devra bien entendu être attentif au respect des engagements de toutes les parties. Il y aura également toute la problématique de la comptabilité, puisque si on vit en commun, il y a quand même un petit peu de comptabilité à faire quand même aussi, de telle manière à assurer aussi une transparence générale de la fonction du métier de syndic. 2 métiers donc, transaction, de l'autre côté, administration. Qu'est-ce qu'il faut être le plus, vous allez me dire? Si on est un peu courtier, on aura quand même une portée commerciale parce qu'il faudra être excessivement, comment on dit, ouvert. Il faudra pouvoir extrapoler un peu le marché, donc la pratique commerciale est évidente. Et quel est le meilleur moyen pour être, quel est le meilleur profil pour être syndic d'immeuble? On est dans le domaine de l'administration, je vous dis. Donc, il faudra là être peut-être d'une rigueur quand même excessivement pointue pour générer, dispenser un bon service. L'agent immobilier, un acteur manifestement de la vie future de développement, parce que c'est un métier dans lequel on demandera de plus en plus de compétences, et ces compétences, je vous assure qu'elles peuvent être dispensées par l'EFP à travers une équipe de formateurs, bien entendu tous professionnels, et qui vous aideront à pouvoir suivre ce cursus. Donc, ce Jean-Pierre, plaisir. Voilà, Charlotte, j'ai respecté mon timing. c'est très bien, magnifique. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement, mais vraiment très rapidement, nous donner juste un petit mot sur les avantages, contraintes et débouchés? Les avantages, c'est bien entendu les débouchés d'abord. Les avantages, c'est que c'est un métier qui est reconnu. C'est fort important. C'est-à-dire que c'est un métier qui est sous l'autorité d'une institution publique qu'on appelle l'IPI. Et donc, c'est-à-dire, c'est les super gendarmes de la profession. C'est-à-dire que n'importe qui ne se met pas comme ça, syndic d'immeuble, et n'importe qui ne se met pas courtier, parce qu'on veut protéger le consommateur, et on impose, bien entendu, que le métier d'administration soit rigoureux à travers le respect d'une disposition bien particulière, des dispositions légales. Les débouchés, oh là 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 là, il y en a beaucoup. Bien entendu, une spécificité, marché de niche, on demande de plus en plus des gens spécialisés. La commercialisation est de plus en plus importante pour un bien immobilier. Et pour tout te dire, Charlotte, c'est qu'immanquablement, pour les syndics, on construit de plus en plus. Bruxelles, c'est Bruxelles. Et sur Bruxelles, il faut construire des immeubles. Et Bruxelles, il n'y a plus de terrain à bâtir. Quand il n'y a plus de terrain à bâtir à côté, qu'est-ce qui reste? Il faut construire en hauteur. Et là, naturellement, le syndic intervient et va répondre à cet objectif. Donc oui, bien entendu, un métier d'avenir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, je vais demander à Pauline d'activer son micro. Donc, c'est notre auditrice en agent et entrepreneur immobilier. Et donc, Pauline, est-ce que tu pourrais un peu nous dire voilà, comment tu vis ta formation entre les cours et les stages? J'ai déjà fini ma formation d'agent immobilier, donc j'avais cours une fois par semaine. Et donc, en tout, avec les stages, j'arrive à 38 heures semaine, une semaine complète avec les cours. Et donc, quand c'est les congés scolaires, c'est travail quand même, 38 heures par semaine en agence. Et donc, voilà. Je ne sais pas s'il faut d'autres informations. Oui, peut-être les moments forts de ta formation ou s'il y a quelque chose voilà, que tu as envie de partager avec nous. Les moments forts, tout était important parce que j'ai appris du début à la fin.
Maintenant, je peux aussi vous raconter ce que j'ai fait en agence personnellement. Je m'occupais des visites, de la prospection, rédiger des compromis, des baux. Voilà, après, ce que j'ai bien aimé, c'est évidemment le côté équipe, tous ensemble, on a travaillé. Enfin, j'ai appris avec mon équipe, mes patrons, et voilà. Super, grand merci. Alors, je vais vous proposer de passer du coup à la présentation de Federia. Et donc, alors, excusez-moi, j'accepte encore des personnes qui nous attendent dans la salle d'attente. Donc voilà, Madame de T, si vous pouvez activer votre micro. Oui. Bonjour à toutes et tous. Alors, Jean-Pierre Lannoy vous a brièvement parlé de l'IPI, donc qui est l'organe de droit public qui va agréer les agents immobiliers. Et nous, on travaille, mais j'ai envie de dire, un petit peu en étroite collaboration avec l'IPI, également avec l'EFP. Donc, on est tous des partenaires finalement dans le monde immobilier. Et nous, Federia, on est là pour quoi? On est là pour aider, pour défendre, pour soutenir, j'ai envie de dire, les agents immobiliers. Que ce soit l'agent immobilier qui débute sa carrière ou que ce soit l'agent immobilier qui est déjà bien installé depuis pas mal de temps. Et donc, on aide avec certains outils. On fournit des documents types et autres. On essaye d'aider vraiment, de rendre plus facile ou plus agréable le quotidien en fait, de l'agent immobilier, qu'il soit courtier, syndic ou régisseur de biens. Et on est là également pour représenter la profession d'agent immobilier auprès des politiques et autres. Donc, on a dû dernièrement, pendant toute l'année Covid, ici, on a dû pas mal agir pour faire entendre la voix des agents immobiliers. Et donc, ça, c'est un petit peu le rôle de Federia. Alors, Federia, avec l'EFP, on est partenaire et on est là effectivement pour soutenir la communication de l'EFP auprès des agents immobiliers qui sont déjà membres chez nous et qui sont, par exemple, à la recherche de stagiaires ou qui sont à la recherche de collaborateurs. Donc ça, on est là pour aider et soutenir l'EFP. Il faut savoir donc en Belgique, que ce soit aussi bien du côté francophone que néerlandophone, il y a à peu près un peu plus de 10 500 agents immobiliers et on compte un bon tiers du côté francophone. Et chez Federia, au jour d'aujourd'hui, on approche les 900 membres. Donc, il y a ça quelques années, on était à peine 200. Donc, on est vraiment une fédération qui évolue et qui grandit au fur et à mesure. Et donc, on est là et ça nous permet de pouvoir, au fur et à mesure de pouvoir grandir, ça nous permet aussi de pouvoir soutenir un maximum de professionnels, j'ai envie de dire. Jean-Pierre Lannoy l'a un petit peu précisé, mais donc effectivement, ce que l'on peut noter pour les agents immobiliers, c'est qu'il y a quand même une pénurie au point de vue syndic. On le voit, ils sont assez peu, on va dire, du côté de l'IPI. Et donc, on est là aussi pour soutenir le syndic dans toute son activité, son métier. Et effectivement, c'est un métier d'avenir puisqu'il y a de plus en plus d'immeubles construits et autres. Donc ça, en tous les cas, ça a le mérite d'être souligné. Et voilà, si vous avez d'autres questions au sujet de Federia, on a un site internet qui est fait et vous pouvez déjà essayer de trouver peut-être l'information à vos questions. Et sinon, en tous les cas, nous nous tenons à votre disposition. Un tout grand merci, Madame de T. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour les questions-réponses. Il y en a déjà de nombreuses dans l'espace de chat. Alors, je vais donner la main à Monsieur Wehmer qui va nous expliquer le métier d'expert immobilier. Alors, Monsieur Wehmer, pouvez-vous ouvrir votre micro et du coup nous expliquer un peu une journée type dans la... Charlotte, bonjour. Je compte sur vous pour faire le chrono. Alors, le métier d'expert immobilier est quand même assez différent de ce que je viens d'entendre pour l'agent immobilier parce que c'est un métier de solitaire. On est souvent seul parce qu'on ne travaille pas en équipe, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les contraintes sanitaires, c'est encore plus difficile. Et donc, la journée type, c'est souvent le matin, c'est la prise des rendez-vous, l'organisation de sa journée
La journée, c'est quoi? Ce sont des rendez-vous pour établir différents types d'expertise, style état des lieux, constat de désordre, prise de renseignements pour des évaluations. Et donc, tout ça se fait seul. Et alors, on consacre soit une partie de la journée ou des journées complètes à rédiger les rapports parce que chaque sortie ou rendez-vous doit se concrétiser par un rapport de façon à pouvoir expliquer à son ou ses clients ce qu'on a pu constater, quelles sont les dispositions éventuellement à prendre. Les avantages du métier, c'est surtout, je dirais, la totale indépendance. On est des gens totalement indépendants. Nous organisons nos journées, notre programme comme nous le voulons. Ça a un côté agréable, contraignant aussi parce qu'il faut pouvoir assurer et assumer. Bien entendu, et comme pour d'autres métiers, comme les agents immobiliers, j'imagine, nous avons des contraintes en termes de formation continuée. C'est absolument indispensable vu l'évolution technologique, l'évolution dans la conception des matériaux à mettre en œuvre. Les contraintes du métier, c'est surtout, je dirais, les connaissances. Sans arrêt, il faut suivre des formations pour avoir la connaissance des derniers matériaux qui sont mis en œuvre, par exemple. Pas que les mises en œuvre, il y a aussi les défauts de ces différents matériaux. Et d'autres contraintes, ce sont des contraintes liées plutôt à sa propre organisation, où les rendez-vous, c'est bien, les constats, c'est bien, mais il faut sortir des rapports. Et dans ce domaine, on a deux casquettes dans le métier d'expert immobilier. Il y a l'expertise privée, c'est ce que nous faisons pour les clients, donc qui vous appellent pour différents problèmes, constat, état des lieux ou désordre, défaut, par exemple, où là, on a une totale liberté d'organisation à tout point de vue, la façon dont on s'y prend, comment on organise son métier. Et alors, à côté de ça, il y a d'autres experts qui sont les experts judiciaires, où là, il y a plus de contraintes puisqu'il y a un code judiciaire qui réglemente le déroulé de chaque expertise. Donc, c'est un peu plus contraignant, mais voilà, généralement, la plupart des experts font les deux. Alors, en termes de débouchés, je dirais que c'est infini. Le travail est absolument colossal. Il est devenu plus important, malgré que l'on pourrait penser, du fait de la crise, qu'il y ait moins de mouvements, dont je dirais moins de sorties locatives et d'entrées. Eh bien, le travail est devenu beaucoup plus volumineux. Pourquoi? Parce que les gens s'informent, les clients en général s'informent, veulent savoir, et donc de plus en plus posent des questions. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus personne pratiquement qui va investir des centaines de milliers d'euros dans un bien sans savoir exactement ce qu'il en est, ses qualités, ses défauts, les désordres que l'on pourrait constater, tout ce qu'on ne voit pas nécessairement. Et donc, le but, c'est de mettre tout ça en évidence pour aider le client. Et donc, oui, du travail, il y en a énormément. L'avantage, bien sûr, l'EFP est probablement le seul centre de formation qui existe en Belgique où on dispense l'ensemble des connaissances qui sont indispensables à l'expert immobilier. C'est vrai que dans les autres grandes écoles, vous avez des formations, mais par exemple, tous les cours qui sont donnés sur l'identification, la compréhension des désordres, des défauts, si vous préférez, que nous appelons des pathologies, eh bien, c'est bien à l'EFP le seul endroit où on a un tel développement par rapport aux différents autres métiers. C'est pour ça que parmi les auditeurs, nous avons beaucoup de gens qui ont déjà des prérequis très importants en termes de formation et ils veulent les compléter. Merci beaucoup, Monsieur Wehmer. C'est parfait. Alors, je vais demander à Monsieur David Smith, donc, qui est également
ex-auditeur de l'EFP, d'allumer son micro et de nous dire un petit peu voilà, ce qu'il a vécu durant sa formation et comment il est parvenu à allier cours, stage et vie privée. David, on vous écoute. Voilà, donc moi j'ai fait ma formation d'agent immobilier que j'ai terminée en 2019. J'ai fait un peu de syndic et ensuite je me suis lancé dans la formation d'expertise. Moi, ce que je tiens à souligner quand même particulièrement, c'est qu'à l'EFP, les professeurs, ce ne sont pas comme des professeurs en secondaire qu'on ne voit plus après avoir terminé ses études. Ce sont en fait de futurs collaborateurs qu'on est amené à rencontrer souvent sur le terrain par la suite. Et donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce sont pas des profs avec qui on peut se permettre de chuchoter dans le fond de la classe et de ne pas suivre le cours. Ça, c'est mon avis personnel. Et j'ai dû recadrer beaucoup d'auditeurs plus jeunes que moi à l'époque. Mais bon, voilà, ils ont enfin compris et je pense que ça s'est bien passé. Mais voilà, donc au niveau de l'expertise, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'effectivement, il faut quand même déjà avoir, je pense, une bonne base de connaissances diverses, un peu techniques. Comme dit très bien Madame Jacques, il faut adorer aller au bricot et regarder tous les rayons et tous les nouveaux matériaux qui sortent. Et par rapport à Monsieur Wemer, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on apprend une base, mais on apprend aussi à apprendre par soi-même. Donc, on apprend à analyser des situations, à les décortiquer, trouver des solutions. C'est franchement pas facile, mais c'est hyper intéressant. Et donc voilà, moi actuellement, j'accompagne une experte avec qui je découvre le métier et c'est super intéressant, mais il faut franchement s'impliquer et je le répète, c'est pas à prendre à la légère. Mais voilà, mais c'est particulièrement enrichissant. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci pour ce beau témoignage. Alors, je propose de passer du coup à notre dernier métier du jour, le métier de décorateur agenceur. Et du coup, je propose à Monsieur Deleuze d'ouvrir son micro et de nous expliquer une journée type de son beau métier. Bonjour Charlotte. Mon beau métier, en fait, il ne comprend pas de journée type. Et ça n'existe pas dans notre métier. C'est infaisable. Je vais plutôt expliquer ça par rapport à la chronologie d'un projet. Et en fait, comme on gère plusieurs projets de front, ben voilà, la journée va être articulée autour de différents projets qui sont à des stades différents. Et donc, une journée n'est pas semblable à l'autre. Et on peut commencer en pensant qu'on va commencer une journée en faisant un rendez-vous. Et puis après, la journée peut se transformer très vite en autre chose. Et donc, par rapport au projet, ben, il y a différents aspects par rapport au métier. Ben, si on est indépendant, il y a un aspect commercial, aller rechercher un client qui a besoin de vous en tant que décorateur assemblier. Il y a comprendre la demande, aller visiter des espaces qui vous sont donnés pour pouvoir faire des projets. Il y a budgétiser des projets, réaliser donc des documents graphiques pour pouvoir montrer, en fait, créer vos idées et pouvoir les montrer, que ce soit des plans, des élévations, des coupes, les modéliser en 3 dimensions. Donc apprendre aussi des logiciels qui vous permettront en fait de faire des images photoréalistes ou des images un peu plus créatives pour montrer en fait vos intentions créatives. Après, il va falloir budgétiser aussi ces travaux, trouver des corps de métier qui vont pouvoir le faire, suivre un chantier, faire des réunions de chantier, faire des rapports de chantier aussi, suivre l'aspect budgétaire aussi d'un chantier. Notre métier aussi, c'est chercher des solutions techniques, c'est chercher des nouvelles solutions décoratives. C'est aussi être curieux par rapport aux nouveaux matériaux qui sont mis sur le marché. Donc, c'est recevoir des technico-commerciaux, être toujours au fait de ce qui se crée, que ce soit dans les luminaires, dans l'ameublement, dans tous les niveaux de parachèvement, que ce soit au niveau des sols, des faux plafonds, des murs. Et donc, toute la journée est quand même vraiment très variée et elle peut aller d'un rendez-vous client à un travail plutôt d'ordinateur pour de la conception et du dessin, à de la recherche d'informations via beaucoup Internet pour le moment,
à de la visite de chantier et du suivi de chantier, à discuter avec des cœurs de métier aussi pour pouvoir mettre au point des détails techniques pour être sûr que tout soit bien compréhensible. Et voilà, et jusqu'à une réception définitive donc, d'un projet. Donc une réception, c'est quand le client vient voir la finalité du projet et qu'il est d'accord avec le rendu final de l'ensemble du projet. Les avantages du métier, ben, c'est un peu comme ce que je viens de dire. L'avantage, c'est que c'est un métier avec multitâches et dont vous n'allez jamais vous ennuyer. Vous n'avez aucune répétition de tâches. C'est un métier vraiment où il faut être, comment dire, savoir bien gérer son quotidien et son temps de travail, parce que justement, on a beaucoup de tâches différentes à faire en même temps. Et quand on gère plusieurs projets en même temps, ben voilà, il faut savoir sauter d'un projet à l'autre. Et dans les avantages, ben c'est que c'est un métier créatif. Donc, ce qui est gai, c'est de pouvoir montrer notre propre vision de ce qu'est la décoration en répondant à la demande d'un client spécifique. Souvent, les clients sont quand même fort investis dans ce genre de projet. Et donc, c'est gai de pouvoir mener à bien les projets de nos clients, qu'ils soient donc dans de l'aménagement d'un logement personnel ou par rapport à plus du magasin, du bureau. Voilà, il y a différents débouchés. Au niveau plutôt des contraintes métiers, une des contraintes principales, ben, c'est d'être curieux et de se tenir au fait. Il faut savoir donc à la fois, il y a une partie qui est technique, qui est comment dire, de créer et de mettre en place des volumes, des matériaux, et qui ont toutes des données techniques, des poids, des volumes, des capacités. Et donc, il y a une bonne connaissance des techniques du bâtiment existant en architecture, dans lequel on va venir nous travailler, et des techniques de parachèvement que nous, on va mettre en place. Il y a aussi ben, voilà, tous les aspects budgétaires, les aspects marketing et commerciaux, les aspects de modélisation et de gestion donc, des programmes de dessin, jusqu'après aux connaissances de gestion de chantier. Donc ça, voilà, ce sont toutes les casquettes. Et voilà, c'est un peu la contrainte du métier, c'est d'en avoir un certain nombre. Quelquefois, dans certains bureaux, ben voilà, les casquettes sont séparées, mais ce n'est pas toujours le cas. Au niveau des débouchés à venir, ben, il faut savoir que l'année passée, dans le référence donc, du soir, ben, on était dans un des métiers en pénurie. La décoration assemblier était un métier en pénurie en Belgique, ce qui n'était pas le cas d'il y a 10 ans. Et c'est vraiment un métier qui est en devenir et qui se développe de plus en plus, car les architectes ont vraiment vu la plus-value qu'on pouvait représenter dans les espaces intérieurs. Il y a donc les bureaux d'architecture qui travaillent avec les architectes d'intérieur, les bureaux d'aménagement de magasins, de bureaux, d'événementiels. Il y a toute la partie aussi plus commerciale, donc tout ce qui est cuisiniste, tout ce qui est ameublement dans différents stades. Et alors, il y a toute la partie aussi technico-commerciale, c'est-à-dire vraiment la vente des matériaux de parachèvement, des luminaires, ou qui demandent des grandes connaissances aussi techniques, quelquefois plus précises dans certains types de parachèvement. Et donc voilà, donc c'est un métier vraiment qui est très créatif, qui demande beaucoup, même énormément de curiosité et de culture. Merci beaucoup, Monsieur Deleuze. Alors, nous allons passer maintenant à l'aspect des formations, et donc il y a aussi pas mal de questions relatives aux formations dans le chat. Donc, j'appelle Vassia Nervers pour présenter du coup les formations d'agents immobiliers et d'experts. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'ai vu passer pas mal de questions. Je pense que je vais donner certaines réponses à ces questions. Je vais commencer par la formation d'agent immobilier. Donc, c'est une formation modulaire qui a lieu à raison de 8 heures de cours par semaine en 3 ans. Les cours peuvent être suivis en soirée ou en journée. Donc, si c'est en soirée, c'est 18h30, 18h, 21h30 les mardis et jeudis soirs. Si c'est en journée, on est plutôt sur du 9h30, 17h, les mercredis, jeudis ou vendredi. Donc, je dis bien chaque fois ou, puisque c'est 8 heures de cours par semaine. Au niveau des conditions d'admission, alors vous allez devoir avoir, si vous êtes en possession d'un CESS, donc ça veut dire certificat d'enseignement secondaire supérieur, pas de problème, vous avez accès à la formation. CESS, c'est une 6e générale, 6e technique, 7e professionnelle. Si vous n'avez pas ce CESS, pas de problème, il y a un examen d'entrée, un examen d'admission à l'EFP.
Donc, vous pourrez présenter cet examen d'admission, attention aux conditions CESS, puisque nous avons deux examens d'entrée différents. À ce diplôme, au niveau des conditions d'admission, vous allez également devoir suivre une séance d'information obligatoire. Cette séance d'information va vous donner toute une série d'informations importantes par rapport au stage, par rapport à l'IPI, par rapport à comment se passent les cours, ce que ça signifie une formation modulaire. Donc, cette séance d'information, je pense qu'actuellement, elle est toujours sur notre fiche métier sur le site internet de l'EFP. Par contre, on vient de réenregistrer une nouvelle séance et celle-ci sera bientôt à jour. Donc, n'hésitez pas à peut-être patienter un tout petit peu avant d'aller la voir, mais dès qu'elle sera là, vous pourrez la regarder et ensuite postuler, enfin en tout cas candidater pour vous inscrire. Au terme des 3 ans, vous obtenez un diplôme chef d'entreprise avec un certificat de gestion et ce diplôme vous permet d'entreprendre alors les démarches auprès de l'IPI pour obtenir un numéro d'agrément puisque, comme l'a dit Jean-Pierre et Charlotte, c'est un métier qui est réglementé et donc qui est, où vous devez avoir un numéro pour pouvoir exercer. Je vais passer maintenant à expert immobilier. Alors, la formation d'expertise est une formation en 2 ans. Accès en première année pour les personnes qui sont détentrices d'un diplôme supérieur ou d'un numéro agrément IPI. Les cours sont donnés en première année le lundi et le mercredi soir, donc à raison de 8 heures de cours par semaine. Accès en 2e année pour ceux qui possèdent un diplôme d'agent immobilier EFP ou IFA-PME, donc les personnes qui auraient fait les 3 ans d'agent immobilier passent en 2e directement, ou accès également en 2e année pour les diplômes supérieurs en immobilier, comme les bacheliers ou les masters en immobilier. En 2e année, les cours, 12 heures de cours par semaine, donc à savoir les lundis, mercredis et vendredis soirs, ou la classe du jour, les lundis toute la journée et le mercredi après-midi. Voilà en gros les informations par rapport à ces 2 formations. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, on peut toujours répondre à celles-ci. Merci beaucoup, Vinciane. Alors, je vais appeler maintenant Gaylor Deban qui va pouvoir nous expliquer la formation du coup de décorateur-agenceur. Oui, merci Charlotte. La formation de décorateur-agenceur, elle dépend du pôle art et médias, et donc bienvenue chez les artistes. Alors, chez les artistes, on a tendance à être un peu rebelle et ne pas faire les choses forcément comme tout le monde. Alors, la formation, elle se déroule sur 3 ans, avec des cours exclusivement en soirée, donc de 18 h à 21 h 30. Alors, potentiellement, vous pourriez avoir cours le lundi, mercredi et ou jeudi. Donc, lorsqu'on vous propose là le ou, ce n'est malheureusement pas un choix. C'est une question d'agencement dans les horaires. À un moment donné, on ne parvient pas à caser toutes les heures sur 1 ou 2 soirs. Et puis, ça dépend également aussi des disponibilités de vos formateurs qui, je le rappelle, et ça c'est valable pour toutes les formations, sont tous des professionnels en activité dans leur domaine. Et donc, forcément, on doit jongler avec des agendas parfois un peu complexes. Donc voilà, au niveau des conditions d'admission, là, elles sont au niveau de l'âge, il faut être majeur et être détenteur d'un certificat donc, du 2e degré, c'est-à-dire une 4e de l'enseignement général réussi en technique ou en artistique, ou une 6e professionnelle avec ou sans qualification, ou pourquoi pas avoir fait peut-être des études être détenteur d'un certificat d'apprentissage. Désolé, cette fin de journée, on a un peu de mal. Donc, dans un métier connexe. Si jamais, pour une raison ou l'autre, vous n'étiez pas détenteur d'un de ces titres, pas de souci, comme ma collègue Vinciane l'a énoncé tout à l'heure, il existe des dossiers d'admission pour pouvoir pallier à cette difficulté. Au niveau du diplôme, en fin de cursus, vous obtenez également un diplôme de chef d'entreprise
qui est reconnu en Communauté française de Belgique, ainsi qu'un certificat relatif aux connaissances de gestion de base. Donc voilà, ça c'est pour le volet purement administratif. Au niveau de la formation, j'espère ne pas être trop long, donc Charlotte, n'hésite pas à m'interrompre si je traîne de trop, j'ai tendance à vite prendre beaucoup de temps de parole. Au niveau de la formation, vous allez vraiment être sur un cursus qui va crescendo. Donc, c'est-à-dire qu'en première année, vous allez avoir plutôt des aspects purement techniques et basiques sur le métier. Donc, effectivement, tout ce qui est dessin de perspective, de base, connaissance des couleurs, un peu, enfin, même beaucoup aussi de technologie du bâtiment pour apprendre les matériaux et ce genre de choses. Tout au long du cursus, vous allez apprendre effectivement à faire la part des choses entre ce que le décorateur agenceur peut faire et ne pas faire, parce que parfois la frontière entre la décoration et l'architecture d'intérieur, elle est mince. Et donc, le but n'est pas de vous substituer à l'architecte en tant que tel. Donc voilà, ça, vos formateurs vous feront à chaque fois bien le débriefing en sachant jusqu'où vous pouvez aller. La première année, vous allez… Oui. Je suis vraiment désolée, je vais te couper là pour le moment et on reviendra vers toi pour les questions-réponses. Comme ça, on peut avoir un petit peu de temps pour les stages. Mais je ne t'oublie pas, on reviendra à toi, promis. Pas de problème. Alors, je vais céder la parole à Monsieur Delez pour la pratique en entreprise. Oui, Charlotte, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, jusqu'à présent, on a développé une part importante de la formation qui est son volet théorique et toutes les conditions aussi que pour pouvoir rentrer dans la formation. La formation, elle se veut complète, ça veut dire qu'à ce volet théorique va venir effectivement s'ajouter un autre volet qui est la pratique. La pratique en entreprise. Et donc, pour ma part, je vais essayer d'être bref pour vous présenter cette partie qui est gérée par une équipe de délégués à la tutelle dont je fais partie. Alors, la convention de stage, c'est avant tout un contrat de formation. Ce contrat, je vous rassure, n'est pas à durée indéterminée. Vous ne serez pas stagiaire toute votre vie. Vous serez stagiaire le temps de vous former. Il faut savoir que dans le secteur, que ce soit pour la partie agent immobilier ou partie décoration, le cycle d'études est programmé sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3 ans, vous allez pouvoir vous confronter à une pratique au sein d'une agence pour la partie immobilière ou au sein d'une entreprise en décoration. Alors, cette formation, elle va vous permettre de vous initier à la pratique, et être initié à la pratique, c'est pouvoir aussi découvrir la manière dont le métier se pratique au quotidien avec des professionnels. Donc, vous serez formé dans une agence immobilière avec des professionnels du métier parce qu'un délégué à la tutelle a aussi pour mission avant tout de pouvoir être le garant d'une qualité formative avec des professionnels du métier. Donc, le délégué à la tutelle est ce personnage du terrain qui va vous accompagner pendant cette formation. Il va être le relais entre vous, d'une part, et l'entreprise. Cette formation de pratique vous permet de découvrir, comme je le disais, le métier, de vous initier et au gré des années, de pouvoir capitaliser en compétences pour pouvoir devenir, au terme des 3 ans, un praticien du métier. Il faut savoir que tout ceci est bien naturellement régi dans un cadre. Il y a des heures de prestation. Vous êtes occupé à raison de 38 heures par semaine, en ce compris des heures de cours. C'est ce qu'on appelle une formation d'alternance, où vous alternez par de la pratique et de la théorie. Au niveau des cours, il faut savoir que l'Institut fonctionne à un régime scolaire court classique. Ça veut dire que vous avez des périodes dites de congé académique, mais hélas, vous ne serez pas en congé de formation. La pratique, effectivement, est permanente. Quand les cours ne sont pas donnés, le ou la candidate est occupée dans le cadre d'un stage en entreprise. Donc, le but est de vous initier au rythme et à la vie de l'entreprise. Vous bénéficiez quand même d'un capital congé. Chaque année, 20 jours ouvrables vous permettent de pouvoir aussi vous apaiser. Il est important de savoir que dans le cadre de ce type de formation, vous percevez un montant, un pécule qu'on appelle une allocation de stage. Donc, le stage est rémunéré et c'est une obligation contractuelle.
Le chef d'entreprise, en vous engageant et en signant avec vous la convention par l'intermédiaire du délégué, va aussi devoir s'engager, entre autres, à vous initier, comme je vous le disais, mais aussi à vous rétribuer. Donc, vous allez percevoir pendant la durée totale de vos études, non pas le même montant d'allocation, mais un montant qui va évoluer. Cette allocation, naturellement, va tenir compte de votre évolution et de votre réussite. Ça veut dire qu'en première année, vous percevrez un montant qui est de 460 € pour plafonner en dernière année à un montant de 920 €, montant qui est versé mensuellement par l'entreprise au candidat. Dans le cadre de la formation, il est important de savoir, c'est une découverte quelque part quand vous démarrez, c'est une découverte du monde du travail, c'est une découverte de vous en tant que futur praticien du métier. Il est important de savoir que vous bénéficiez d'une période d'essai. Donc, ça veut dire que nous proposons, à dater du premier jour où vous démarrez en entreprise, 3 mois d'essai. Pour les étudiants qui démarrent en première année, et c'est surtout là important, puisque j'imagine que la plupart du public qui nous écoute là à l'heure actuelle sont de futurs inscrits en première année, il est important de savoir que ces 3 premiers mois d'essai en première année vont vous permettre d'avoir un recul utile et indispensable et nécessaire. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Effectivement, par rapport à mon choix professionnel, est-ce que je suis dans une structure d'entreprise qui correspond à l'image que je pouvais me faire d'un métier, et est-ce que finalement la manière dont le métier est appréhendé dans l'entreprise correspond aussi à ma vision que j'ai tout simplement par rapport à mes attentes du métier. Tout ça se négocie aussi avec votre délégué à la tutelle, donc c'est quelqu'un qui est là aussi pour pouvoir à tout moment, dans le cadre de vos formations, répondre à ces questionnements d'ordre purement formatif, pouvoir répondre aussi à des questions qui sont purement administratives, matérielles. Vous êtes tous issus de parcours différents, avec des bagages différents. Il faut savoir que certains d'entre vous peuvent être demandeurs d'emploi, donc il y a certains profils aussi qu'il va falloir accompagner par rapport à un parcours précédent. Voilà un peu finalement résumé d'une façon un peu courte, mais j'espère qu'il vous a éclairé la mission d'un délégué à la tutelle dans le cadre d'un accompagnement de la pratique au sein d'une entreprise. Merci beaucoup, Jean-François Delez. Alors, pour les personnes qui auraient encore des questions sur les stages en entreprise, donc on y viendra maintenant dans les questions-réponses, mais je tiens à vous préciser également que nous avons un atelier demain à 13 h où on a vraiment toute une heure qui est dédiée aux stages en entreprise. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre demain. Nous aborderons les stages vraiment de manière très particulière pendant une heure complète. Alors, je passe maintenant aux questions-réponses et là, je m'adresse à Fabrice Dubois. Fabrice, j'ai vu énormément de questions dans le chat. Est-ce que tu peux nous en relayer certaines? Oui, j'ai les doigts tout rouges, moi. Bon. Alors, les questions fréquentes qui reviennent, c'est la durée du stage IPI, la rémunération de ce stage, ainsi que les autres d'ailleurs, enfin les autres stages. Et une question aussi qui me semblait pertinente, c'est est-on obligé ou est-ce fortement conseillé d'avoir le permis B pour faire un stage en tant qu'agent immobilier? Il y a aussi une question que je n'ai pas su répondre. Je ne sais pas si ça avait été répondu. C'était, y a-t-il une cotisation à payer à Federia? Ok, merci Fabrice. Alors, je propose peut-être que Madame Deté prenne la parole par rapport à Federia et puis peut-être Vinciane par rapport aux questions que tu as relayées. Et je reviens à toi quand on a répondu à ceci. Oui, alors effectivement, il y a une cotisation à payer à Federia. Toutes les informations précises à ce sujet sont reprises sur notre site internet, donc federia.imo. Et bien entendu, tout dépend de la situation actuelle parce que bien souvent, c'est le responsable de l'agence qui prend la cotisation pour tous les membres qui travaillent dans l'équipe. Mais vous pouvez également, vous, si la personne, le responsable n'a pas d'affiliation chez Federia, vous pouvez bien entendu obtenir une affiliation chez Federia, et on a même pensé à vous parce que la cotisation est revue à 1/4 du prix en fait. Voilà, pour essayer de vous aider au maximum. Merci beaucoup.
Vassiane, tu pourrais reprendre la parole pour Je les vais autres prendre la questions. parole, mais j'aurais certainement besoin que Fabrice me rappelle au fur et à mesure. Tout premièrement, j'ai bien entendu que tu me posais des questions par rapport au stage IP et aux démarches effectivement à entreprendre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des diplômes qui permettent l'entrée directe au stage IP et à toutes les démarches à l'IPI. Notre diplôme, nous, donne cette possibilité aussi si vous n'avez pas les diplômes déjà requis par l'IPI. Toutes ces démarches, elles sont hyper bien expliquées dans une toute petite vidéo qui a été éditée par l'IPI, qui se trouve sur notre site internet, qui sur la page dédiée à l'agent immobilier, sur notre fiche métier agent immobilier. Donc vraiment, je vous invite à aller la regarder. C'est très amusant. C'est un petit dessin animé qui explique toutes les démarches que vous allez devoir effectuer pour pouvoir faire ce stage IPI. Donc, je pense que Fabrice a déjà répondu dans le chat par rapport aux 200 jours. Il y a un test d'évaluation des compétences au départ. Il y a un test, évidemment, un examen à la fin du stage IPI qui, évidemment, débouche sur votre numéro IPI. Mais vraiment, allez voir cette vidéo. Je pense qu'elle est précise et vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur ce stage IPI. Attention, bien distinguer le stage IPI qui est après la formation et le stage qu'on vous propose en alternance à l'EFP. Fabrice, rappelle-moi. Alors, une question importante pour moi, c'était est-il nécessaire d'avoir le permis B pour faire un stage en immobilier? Ou du moins conseillé. Jean-Pierre, tu peux m'aider là-dessus? Jean-Pierre, on ne t'entend pas. Oui, oui. Est-ce que tu penses le permis B est essentiel Il n'est plus devenu essentiel. Pour tout vous dire, mon expérience, c'est que moi, je n'utilise plus ma voiture dans Bruxelles, j'utilise un bon vélo et que d'ailleurs, à l'EFP, il y a des locaux protégés pour ranger les vélos. Donc, je vais dire que c'est quelque part, le permis n'est même plus devenu quasiment obligatoire puisque il y a d'autres moyens de mobilité et sachez fort bien que c'est largement apprécié par les clients. Donc, la réponse est même plus indispensable. Mais naturellement, quand on quittera la 19 communes, là, naturellement, ça risquerait d'être peut-être intéressant d'avoir le permis B. Oui, je ne sais pas, Pauline et David, vous, dans vos expériences au niveau des… C'est ce que j'allais dire. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé en courtage, je pense que si je n'avais pas de voiture, je n'aurais pas été engagée. Je suis dans le Brabant wallon et c'est quand même essentiel. Mais bon, après, voilà, c'est mon expérience. Peut-être que ce ne sera pas le cas de toutes les agences, mais là où j'ai travaillé, en tout cas, c'était nécessaire. Voilà, donc ça, je pense, ça va dépendre de l'agence dans laquelle vous postulez. Oui. Bon. Alors, une question aussi qui revenait assez souvent, c'était la rémunération des stages. Donc, aussi bien pour nous, enfin, je veux dire, pendant les cours, donc en stage EFP, que le stage IPI par après. Après, je pense que M. Deleuze a donné les barèmes qui sont les barèmes minimums au niveau des stages EFP. Par rapport au stage IPI, vraiment, je pense que la réponse est dans la vidéo. Oui, c'est aussi le stage IPI. Vous êtes à ce moment-là, vous êtes indépendant. Donc oui, il y a une rémunération. Alors, il y avait des questions plus pointues, mais là, il faudra que les personnes contactent directement les délégués à la tutelle. C'était pour des cas spéciaux, donc là, je ne vais pas répondre. Il y avait aussi un problème d'équivalence de notre diplôme. Donc, est-ce que notre diplôme est valable dans d'autres pays? Alors, pour exercer le métier d'agent immobilier, chaque pays a ses propres, je pense, réglementations. Nous sommes un des pays les plus réglementés à ce niveau-là. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord vous renseigner auprès des pays dans lesquels vous souhaiteriez exercer pour savoir quelles sont leurs exigences. Mais notre diplôme EFP, évidemment, c'est pour la Belgique en premier lieu. D'accord. Alors, il y avait aussi les questions de personnes qui étaient déjà au chômage, s'il y avait une gratuité d'inscription, des choses comme ça.
Alors, au niveau, si on reste par rapport aux conditions qui étaient l'année passée, effectivement, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de la gratuité de la formation. Sous certaines conditions, évidemment. Il faut un formulaire A, alors je ne sais plus lequel, si c'est le A15 ou le A23. C'est le A23 qui dit qu'on est inscrit sur Bruxelles, voilà. Et le A15, le statut actuel. Et donc, voilà, on devra vérifier évidemment que vous êtes dans le statut qui permet cette gratuité. Alors, je suis désolée, mais le temps file. Et donc, j'ai vu 2-3 questions qui sont plus orientées vers décorateurs, agenceurs. Et puis, alors, je vous proposerai pour toutes les autres questions qu'on n'aura pas pu répondre, c'est de revenir du coup vers l'EFP. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Et donc, Monsieur Deleuze-Guélor, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme précision par rapport au cours des décorateurs agenceurs? Première question. Et deuxième question, quelle est la différence exacte entre un décorateur agenceur et un architecte d'intérieur? Concernant les cours, donc les cours sont, donc c'est sur 3 années et sont, donc il y a des cours techniques donc en première année qui vont apprendre donc tout ce qui est pour produire des documents graphiques. Il va y avoir en parallèle tout ce qui est de la technique des bâtiments, donc que ce soit le bâtiment dans toute son ampleur, donc fondation, toiture, mur, pour mieux appréhender donc tout ce qui est parachèvement par la suite. Il y a des cours forcément plus tournés autour de l'histoire de l'art. Et alors, autour de tous ces cours théoriques sont articulés en fait autour du cours d'atelier, qui est un cours où on fait en fait un jeu de rôle. Donc, on vous donne des projets, on vous donne des faux clients et une feuille de route, et vous devez faire évoluer donc un projet comme si vous étiez déjà dans le vrai métier. Et forcément, derrière tous ces travaux et ce petit jeu de rôle, ben voilà, on essaye de vous faire d'emmagasiner toutes les compétences théoriques que vous avez prises dans les autres cours pour les mettre en pratique et vous donner donc une organisation de travail pour pouvoir amener un projet à bien. Je ne me rappelle plus trop la deuxième question, Charlotte. Alors, il y avait également, est-ce que les personnes doivent savoir dessiner pour pouvoir accéder aux cours? Et la deuxième question, c'était du coup la différence entre décorateur agenceur et architecte. Merci. Il n'y a pas de prérequis donc, qui est demandé, donc on vous apprendra à dessiner, à tenir un crayon, donc on partira des bases. Forcément, ça va relativement vite au début, donc il faut quand même pouvoir... la plus grosse compétence que vous devez avoir pour venir dans la formation de décorateur, c'est avoir le temps de pouvoir travailler pour venir au cours. Ça va vous demander énormément de temps sur le côté. Alors la différence entre un décorateur et un architecte d'intérieur, c'est essentiellement que l'architecte d'intérieur va plutôt travailler le spatial, donc il va recloisonner les espaces, il va plutôt les travailler au niveau de la dimension pour en venir à la décoration, alors que le décorateur aura plutôt une approche, je vais dire, plus sensible, plutôt des matériaux, de la texture, de la lumière, et donc on viendra plus avec le parachèvement, tandis que l'architecte d'intérieur travaillera plus la notion de spatial. C'est un peu, mais c'est dans la nuance, hein. C'est pas scindé, les architectes d'intérieur ne font que du spatial et les décorateurs ne font que de la décoration, c'est un peu au niveau de votre sensibilité aussi. Super, merci beaucoup. Alors, je vais passer du coup aux inscriptions. Vous avez vu apparaître sur vos écrans un sondage. Alors, si vous pouvez prendre 2 minutes pour y répondre, ça nous aide énormément, notamment si on doit rééditer ce projet l'année prochaine. Votre avis nous est précieux. Pour les inscriptions, tout démarre à partir du 10 mai. Donc, rendez-vous sur le site www.efp.be. Et donc là, vous aurez accès à un formulaire formation adulte que vous pouvez remplir du coup. Et là, on vous demande d'être assez prudent pour vraiment remplir l'ensemble du formulaire et bien joindre l'ensemble des documents demandés. Charlotte, une petite précision pour ceux qui veulent s'inscrire en agent immobilier. Donc, passez pas via ce formulaire, mais via la fiche de métier agent immobilier, puisque vous devez suivre la séance d'information obligatoire. Et au terme de la séance d'information obligatoire, vous recevrez le lien d'inscription. Merci beaucoup, Vinciane. Alors, si vous avez n'importe quelle question à propos de l'EFP, à propos des formations autres que celles qu'on vient d'aborder, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Nous avons une super équipe au service Info Accueil qui est vraiment présente pour répondre à l'ensemble de vos questions, donc n'hésitez pas à les solliciter. Et alors, vous pouvez également nous joindre sur les réseaux sociaux.
via Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Alors, petite précision par rapport à YouTube, n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne et à vous abonner. Nous avons de plus en plus de vidéos ciblées métiers où nous avons des auditeurs, des formateurs, du personnel interne qui peut vraiment parler des formations. Donc voilà, n'hésitez pas. Madame, excusez-moi. Bonjour. On répondra aux questions après. Je termine vite si vous me le permettez. Donc, on arrive du coup à la fin de notre atelier. Ça a été un plaisir de vous accueillir et de voir autant de participants aujourd'hui avec nous. Et donc, je me permets de remercier vous, les différentes personnes qui ont participé à l'atelier, le personnel de l'EFP qui a été présent pour répondre à l'ensemble de vos questions, mais également Charlotte Deté de Fédéria qui nous a fait le grand plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Et alors, nos super formateurs et auditeurs qui sont vraiment voilà, les témoins, je veux dire, les meilleurs que vous avez pu trouver aujourd'hui pour pouvoir parler de leur métier et des formations. Alors, l'e-tour, ce n'est pas fini. Je vous donne rendez-vous durant le reste de la semaine pour les différents ateliers qui s'offrent encore à vous, dont notamment, demain, on en a parlé, l'atelier sur les stages qui aura lieu donc à 13 h demain. Nous avons également un atelier sur la reconversion et puis encore un tas d'autres ateliers métiers, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. L'ensemble des ateliers seront du coup possibles de revoir en replay. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site www.itour.efp.be. Si vous avez loupé le début de cet atelier, pas d'inquiétude, il sera en replay dès demain matin. Alors voilà, je vous dis au revoir à tous maintenant. Donc, ceux qui veulent nous quitter, parce qu'on avait dit 1 heure et le temps est dépassé, vous pouvez y aller maintenant. Et alors, je vois qu'une dame nous a interpellés. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour, excusez-moi. Voilà, en fait, moi, j'ai juste une petite question. C'est l'inscription, donc, se fait le 10 mai. Donc, il faut aller en ligne pour cliquer sur le lien formation adulte, remplir le formulaire. Mais dans mon cas, moi, je dois passer l'examen d'admission. Et tantôt, vous avez dit qu'il y avait 2 types d'examens d'admission. Et du coup, j'aimerais savoir lequel je dois passer. Pour quel métier? Agent immobilier. Agent immobilier, donc c'est l'examen d'admission lié au CESS, donc condition CESS. Mais ça, il n'y en a pas tout de suite. Il faudra aller voir sur le site internet les dates d'examen d'entrée. Voilà, en fait, Vincent, une petite précision. En fait, quel que soit votre diplôme, ou si vous n'avez pas le diplôme, passez effectivement par ce formulaire d'inscription et en fonction des réponses que vous apporterez, une personne prendra contact avec vous pour effectivement vous inviter à vous inscrire à l'examen d'entrée adéquat par rapport à la formation que vous souhaitez suivre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, je suis vraiment désolée, mais je suis attendue à un autre atelier, donc je vais devoir mettre un terme à cette réunion. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous sans problème au service info accueil de l'EFP. Ils répondront à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.